Herveline Charpentier, qui est fondatrice d'Aéroclean, qui a été soutenue par Initiative 95. Antoine de Rietmatten, qui est directeur général d'Inextinso. Asseyez-vous, alors je vais garder juste ce siège-là, voilà. Christophe Girard, qui est directeur d'Initiative Essonne. Il est là. Brigitte de Laoussaille, qui est responsable développement économique à la Caisse des dépôts Île-de-France, qui est au deuxième rang, il faut qu'elle arrive jusqu'à nous. Jean-Christophe Remaud, directeur général adjoint de Groupama Paris Val-de-Loire. Corinne Vielmar, je l'ai vu tout à l'heure, oui, dirigeante de Hygiène Office et qui est aussi active au sein de Femmes Chefs d'entreprise. Et enfin, Bernadette Sauzet, la déléguée générale d'Initiative France, qui jouera le rôle de témoin pendant cette matinée, qui introduira et conclura l'ensemble des tables rondes et qui a l'immense privilège de se mettre sur un grand tabouret avec une table pour elle toute seule. Voilà. Bernadette, un chiffre, 39% de porteurs de projets sont des femmes chez Initiative France. C'est beaucoup et c'est trop peu. Bernadette. C'est beaucoup et bravo à ce réseau qui a progressé chaque année. On a encore gagné 0,6 points entre 2016 et 2017. Ce vers quoi on veut aller, Jean-Pierre l'a dit, je le redis, c'est la parité, c'est-à-dire financer autant de femmes que d'hommes dans le réseau Initiative. Et donc la table ronde de ce matin va nous aider à trouver des pistes pour y parvenir. Merci Bernadette. Écoutez, on commence. Herveline. Herveline Charpentier, je commence avec vous, parce que vous êtes une dirigeante d'entreprise aidée par Initiative France. Il y a 2 ans, vous étiez cadre dirigeante dans l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une petite entreprise d'aérogommage à Saint-Ouen-l'Aumône. Alors déjà, c'est quoi l'aérogommage? C'est pas vraiment l'objet de la table ronde, mais quand même, on a besoin de savoir ce que c'est que l'aérogommage. Eh bien, moi, j'ai créé Aéroclean. C'est l'aérogommage, en fin de compte, c'est vous offrir la possibilité d'éviter la corvée du décapage. Donc voilà, nous faisons du décapage. La plupart d'entre vous connaissent certainement le sablage. Voilà, c'est l'évolution du sablage. C'est une technique qui est complètement écologique, qui n'utilise pas d'eau, pas de produits chimiques. Donc en fin de compte, on redonne une seconde vie aux objets, que ce soit des volets, des terrasses, des meubles, des portails, etc. Et des voitures également. Alors racontez-nous, quand on est dans l'industrie pharmaceutique, on devient patronne d'une entreprise d'aérogommage, on est soutenu par le réseau Initiative France. Le fait d'être une femme dans un métier qui est plutôt un métier dit d'homme, comment vous l'avez vécu? Est-ce que c'était facile? Est-ce que vous avez trouvé les soutiens dont vous aviez besoin? Ou est-ce que ça a été un parcours du combattant pour vous? Un parcours de la combattante? Écoutez, être une femme, bien évidemment, là en l'occurrence, le résultat est là, ça a été un atout, mais je pense que c'est avant tout parce que je ne me suis pas du tout posé la question. Je me suis juste offert la possibilité de réussir. Je ne me suis pas posé de questions, j'y suis allée. Le fait d'être une femme, ça a été une grande force finalement, parce qu'il a fallu que je pousse toujours un petit peu plus loin. Évidemment, j'arrive dans un métier d'homme, un métier qui n'existe pas particulièrement en plus de ça. Et bien évidemment, voilà, je suis une femme, je suis pas bien épaisse. Les sacs de matières premières font la moitié de mon poids. Donc bien sûr, on me regardait au départ en me disant « mais vous allez jamais pouvoir gérer ?» Si, aujourd'hui, j'ai géré jusqu'ici, sans aucun problème. Et c'est aussi parce que je ne me suis pas posé de questions. Et est-ce que d'autres s'en sont posés pour vous? Est-ce que dans les comités d'agrément, les gens que vous avez rencontrés, les banques, les assureurs, est-ce que vous avez senti une forme de réticence, d'inquiétude, de questionnement sur le fait que vous vouliez vous lancer dans cette activité? Un petit peu à la base, parce que essentiellement au niveau de « mais vous n'allez pas pouvoir gérer ». Physiquement, vous n'allez pas tenir la route. Aujourd'hui, ça fait 2 ans la route, je la tiens très très bien, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et je leur ai, je dirais, pas laissé l'opportunité de se poser des questions et de mettre en doute le fait que j'allais y arriver. De toute façon, j'étais tellement convaincue que j'allais y arriver, que je n'avais pas le choix, de toute façon. Et je me suis donné les moyens d'y arriver aujourd'hui, et preuve en est. Aéroclean est toujours là au bout de 2 ans. Et en début d'année, j'étais toute seule au départ, et en début d'année, je me suis même associée. Donc aujourd'hui, nous sommes 2. Donc preuve en est que... Avec une femme ou avec un homme? Eh ben non, figurez-vous, avec un homme.
Mais qui portent les sacs aussi. Je continue de les porter malgré tout. Je continue de les porter, mais comme quoi c'est important également la mixité. Je crois que l'entrepreneuriat au féminin aujourd'hui, oui, en effet, c'est une problématique. Il y a moins de femmes dirigeantes d'entreprises, etc. Il y a 2 ans, j'ai participé au concours Créatrices d'avenir. J'ai été finaliste. C'est vrai qu'il faut développer, mais je crois qu'avant toute chose, il faut aussi que nous, les femmes, on croit en nous et qu'on s'offre la possibilité d'y arriver et la possibilité de réussir. Ce qui veut dire que les craintes seraient d'abord des craintes intérieures. Vous dites que les femmes doivent croire en elles. Ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose qui relève de la culture, et donc pas seulement de l'environnement extérieur, mais aussi de difficultés parfois personnelles à croire en soi. Oui, peut-être. De la culture, en effet. Peut-être que parfois on se met nous-mêmes des barrières. Et non, les barrières, elles se lèvent très facilement. Il n'y a pas de souci. On est, que ce soit homme ou femme, c'est pas une question de sexe en soi. On est fait pour travailler ensemble, pour être ensemble, pour évoluer ensemble. Faut juste que l'on s'offre la possibilité, les moyens d'y arriver. Antoine de Ritmaten, vous dirigez In Extenso, cabinet d'expertise, grand cabinet d'expertise comptable. Vous m'avez dit en préparant cette table ronde, moi j'aimerais bien avoir davantage de femmes associées, et eux, j'en manque. Ce constat, comment vous expliquez la difficulté d'avoir des femmes associées dans votre réseau? Oui, donc en fait, quelque part, donc, In Extenso en tant que cabinet d'expertise comptable, on est un peu des 2 côtés de la barrière. C'est-à-dire d'un côté, on s'investit beaucoup sur la création d'entreprises et donc on aide les entrepreneurs tout au long de leur vie, mais aussi nos associés, les 220 associés, sont des entrepreneurs qui ont des cabinets de taille variée, hein, ça va de 5-10 personnes à 400 personnes. Et là, en fait, sur nos 220 associés, il y a 22% de femmes. Donc 22% de femmes, c'est moins bien que Initiative France. C'est 2 fois moins bien, à peu près. Et surtout qu'on a encore moins d'excuses, puisque notre métier, il est d'abord féminin. Puisque sur la totalité de nos effectifs, sur les 4900 personnes, il y a 60% de femmes. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on se pose la question de qu'est-ce que l'on fait mal, qu'est-ce que l'on fait différemment, pour qu'il y ait justement ce plafond de verre dont on parle régulièrement et qu'on ne franchisse pas le pas. Et pour nous, il ne faut pas qu'il y ait que des hommes qui se posent la question, puisque comme vous avez vu qu'il y a plutôt que des hommes en haut, parce que les réponses des hommes, ce n'est pas forcément les bonnes réponses et les seules réponses. Du coup, on a plutôt développé un certain nombre d'occasions pour que les femmes puissent en discuter entre elles, entre les associés femmes et les managers, donc futurs associés femmes, entre les associés femmes de chez nous et les associés femmes d'autres cabinets. Donc on favorise un certain nombre de ces choses-là. Ce n'est pas contre ce que l'on fait, mais c'est pour le compléter, pour que justement on arrête de reproduire nos schémas d'hommes. Et ça passe par des détails. Donc aujourd'hui, pour faire comme vous, comme journaliste, je n'ai pas de cravate. Et en fait, depuis que je suis chez In Extenso, ça casse un peu l'image de l'associé homme avec une cravate. Déjà, vous voyez, c'est un peu dans l'idée de tout le monde. Et donc, du coup, ça veut dire que le chef, c'est celui qui a la cravate. Donc, c'est des détails comme ça, mais en fait, c'est une succession de détails qui peuvent faire la différence. Il y a aussi, et c'est le plus important, la gestion par rapport au temps. C'est-à-dire que si on dit il faut être associé, si tu veux être associé, il faut que tu sois associé à 35 ans, forcément, une femme est désavantagée par rapport justement à sa vie de famille. Et donc, si on casse ces notions de, voilà, il y a un parcours et un seul avec des étapes liées à l'âge, c'est aussi une façon de changer les choses. Chez In Extenso, vous participez donc au comité d'agrément dans lequel on étudie les dossiers. Qu'est-ce que vos salariés qui participent à ces comités, qu'est-ce qu'ils disent de l'entrepreneuriat par les femmes? Est-ce que quel frein ils voient dans ces comités? Quelles difficultés est-ce que les femmes rencontrent pour faire de l'entrepreneuriat? Là encore, je pense que il faut un certain nombre de ces comités qui soient complètement féminins. Donc on est en Île-de-France, il y a une initiative donc, qui s'appelle Booster,
donc qui est une initiative féminine. On participe à d'autres initiatives en dehors d'Initiative France, comme les premières. Donc voilà, ce que j'applique chez nous, je pense aussi, et on a donc, juste pour vous donner une idée, mais au début, quand on a signé ce partenariat avec les premières, entre donc Inextinso et Deloitte et les premières, on m'a présenté un communiqué de presse, et dans ce communiqué de presse, il y avait des hommes qui parlaient. Donc j'ai dit, c'est super, mais vous revoyez votre copie, et vous me faites... Je ne signerai ce partenariat que s'il est porté par des femmes chez nous. D'accord ? Je ne vais pas commencer à avoir une initiative pour favoriser l'entrepreneuriat avec les femmes portée que par des hommes. Et donc, du coup, ces initiatives, pour répondre à votre question, on essaye qu'elles soient portées le plus possible par des femmes chez nous pour ne pas tout le temps avoir ce regard d'homme par rapport aux femmes. Moi, en tant que chef d'entreprise, après, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, à la fin, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des entreprises et des chefs d'entreprise. Pas qu'ils soient hommes ou femmes, mais je pense que pour faire éclore plus d'entreprises féminines, il faut sans doute qu'il y ait plus de femmes qui viennent aider ces entrepreneuses. Corinne Vieillemar, vous n'avez pas de cravate. Bonjour. Vous aussi, vous êtes dirigeante d'une entreprise. Oui, on va vous faire... je pense qu'il va marcher. Vous êtes dirigeante d'une entreprise dans un métier dit d'homme. Donc votre entreprise s'appelle Hygiène Office. Entreprise qui fait notamment de la désinsectisation, de la ventilation, de l'assainissement. Métier qu'on n'imagine pas féminin au départ. Et vous n'avez pas à vous en excuser. Et par ailleurs, vous êtes donc active dans l'organisation Femmes Chefs d'entreprise. Oui, tout à fait. De votre expérience, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui porte... Quels sont les obstacles que rencontrent les femmes qui veulent entreprendre? Alors moi, je voulais revenir déjà à tout ce que j'ai entendu ce matin. Et je voulais dire que ce n'est pas la faute des hommes non plus, pas plus que des femmes, c'est historique. En France, les femmes mariées peuvent disposer de leur salaire que depuis 1907. Le droit de passer le bac, c'est que 1924. Et 1965, les femmes mariées peuvent exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. Donc c'est quand même super récent tout ça. Et ouvrir un compte en banque aussi, c'est 1965. Donc on a beaucoup de retard. Il faut le rattraper en bonne intelligence. Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes particuliers quand on est femme chef d'entreprise. Par contre, les quotas c'est pour ça que je suis dans cette association de femmes chefs d'entreprise dans laquelle je crois beaucoup. Les quotas pour lesquels j'étais totalement contre au départ dans les représentations économiques, aujourd'hui, seulement 10% des femmes sont représentées dans les instances économiques. C'est surréaliste. On est 50% de la population et on est en retard sur tout. On est en retard certes sur l'entrepreneuriat au féminin. Je crois que seulement 30% des femmes créent leur entreprise, ce qui est très 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 peu. Donc moi, à titre personnel, dans mon entreprise, tout va bien. J'ai encore des blocages par rapport aux banquiers. Demander de l'argent pour une femme, historiquement, c'est super moche et c'est compliqué, par exemple. C'est compliqué pour la femme ou c'est compliqué pour le banquier? C'est compliqué pour la femme d'aller demander de l'argent. Il y a un schéma historique, on nous a inculqué. On a des vieilles choses dans nos têtes qui traînent et qui sont des boulets. Mais je pense que les jeunes générations vont passer outre. Et en tant que femme, quand on va voir un banquier, on déteste demander de l'argent. On a peur, comme quand on va chez le garagiste. J'imagine que chez les hommes aussi, c'est pas terrible d'aller demander de l'argent. Mais chez les femmes, il reste un petit truc un peu pénible. Qu'est-ce qui bloque le plus aujourd'hui quand on est femme et qu'on est chef d'entreprise? Vous avez un regard en plus au sein de FCE. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour une femme qui veut entreprendre? Qui veut entreprendre au départ? Qui veut entreprendre et qui cherche donc à développer son projet. Je pense que c'est déjà casser ses propres barrières mentales et celles de son entourage. Donc je pense que sur les nouvelles générations, FCE n'aura même plus de sens. Pourquoi est-ce que vous pensez que les nouvelles générations n'auraient plus ces problèmes que les anciennes générations auraient? 55% des femmes sont diplômées, quoi. Il y a de plus en plus de femmes diplômées. Donc la culture va amener une égalité homme-femme. Chose que moi, ou plus âgée, on n'a pas eu. Il n'y avait pas cette égalité. Moi, j'ai été limite à avoir de la mixité dans les écoles. Donc forcément, on a un gros passif à traiter. Hervéline Charpentier, aller chez le banquier, ça a été un problème pour vous?
Juste un plaisir, et c'était un homme en plus. Et il a trouvé mon projet juste, trop bien. Et donc, il vous a donné beaucoup plus d'argent que celui que vous réclamiez? Juste ce dont j'avais besoin. Je n'ai pas cherché à obtenir plus. Mais faut savoir aussi que faut en faire. Le fait d'être une femme, faut aussi en faire une force. Moi, mon petit plaisir, c'est un client la semaine dernière qui appelle, qui prend des renseignements, etc. Je lui explique comment ça se passe et que de toute façon, pour son projet, il va falloir qu'on vienne chez lui pour voir. Elle me dit, écoutez, entendu, pas de problème, on peut prendre rendez-vous. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un de vos gars? Plaisir. Et le gars, c'était vous. Juste le petit plaisir. Je lui dis, écoutez, alors sur soi, il n'y a pas de problème. Je viendrai chez vous, mais Par ce sera contre, je moi. ne vais pas vous envoyer un de mes gars, c'est moi qui vais venir. Il me dit, mais comment ça, vous? C'est pas vous qui faites quand même. Mais je lui dis, si, c'est moi. C'est moi qui me déguise. Vous savez, moi, j'ai troqué mon tailleur et mes talons contre un pantalon de chantier et des Timberland. Et j'adore. Et je m'éclate. Vous y regardez sur Internet des vidéos d'aérogommage, franchement, c'est impressionnant et vous allez voir que vous allez tous vouloir décaper vos volets, vos portes, vos meubles en sortant de cette université. Jean-Christophe Remaud, je suis désolé, vous avez une cravate. Oui, Alors, puisque plus personne n'en met, moi j'ai décidé de voilà, la donc. mettre. Ouais. Non, je l'ai trouvé jolie. Beaucoup de vos chargés de partager. clientèle donc chez Groupama participent au comité d'engagement des plateformes d'Initiative France. Est-ce que les femmes entrepreneurs se comportent différemment de leurs homologues masculins? Qu'est-ce que vous observez en matière de... Oui, alors d'abord, Groupama, nous sommes partenaires en fait des plateformes Initiative Île-de-France sur 14 départements, donc Picardie, Île-de-France, la région centre, et on a des chargés de clientèle sur le marché des professionnels, entreprises. Les 2/3 sont des femmes d'ailleurs, qui interviennent justement dans les comités d'engagement des réseaux initiatives. Donc pour préparer cette table ronde, j'en ai consulté un certain nombre sur ce sujet. Elles ont effectivement un regard assez acéré sur les projets présentés par les lauréats. Votre question, c'est est-ce qu'il y a un comportement différent? Je ne veux pas faire de grandes généralités, mais ceci dit, on peut remarquer tout de même que souvent, je vais commencer par les hommes. En fait, les projets portés par les hommes, dans leur motivation, sont souvent des motivations on va dire plus individualistes ou personnelles, du type je veux le faire parce que j'ai tout le temps voulu être restaurateur. J'ai tout le temps voulu être le nouveau Mark Zuckerberg. Donc, je veux lancer mon appli. Alors que, en fait, souvent, on a des projets qui sont portés par les femmes, qui sont des projets, entre guillemets, un petit peu plus altruistes, dont la motivation, c'est de répondre à un besoin plutôt que de répondre à un besoin personnel? Alors, personnel ou un manque constaté quelque part autour d'elle, et les projets sont justement une réponse à ce besoin. Exemple, on le voit, pas mal de projets sur des plateformes d'échange de services, j'habite dans une petite ville, indéniablement, il y a un problème de place de crèche, etc., etc. Et donc, on a pas mal de projets qui sont des projets un peu différents, dont les motivations sont différentes, portés par les femmes. Pour nous, ces comités d'engagement sont un excellent observatoire on va dire, des tendances de la création d'entreprises. On regarde. Ça nous permet aussi d'en tirer quelques enseignements, de modifier, j'allais dire, nos offres. Et j'ai un exemple très probant, récent, que je partage avec Édouard. Nous sommes partenaires du concours créatrice d'avenir, et j'ai remis il y a quelques mois le prix à une jeune femme qui s'appelle Marlène Warnerin, qui a lancé une entreprise qui s'appelle InCloud. Cette jeune femme est sourde et muette. Et en tant que chef d'entreprise, elle a monté une petite maison d'édition qui met en route, édite des livres pour les enfants avec une interface digitale en langue des signes. Nous avons longtemps et beaucoup discuté avec cette jeune femme, on l'a vu plusieurs fois, et pour le coup, à Groupama Paris-Val de Loire, ce que nous venons de faire, c'est en cours. Nous venons d'intégrer une application langue des signes sur
toutes nos plateformes téléphoniques et sur notre Internet. Voilà, donc ça veut dire que, vous voyez, c'est l'exemple vivant on va dire, de quelque chose qui est un secteur différent, une motivation, on la comprend bien, différente, et dont nous tirons d'ailleurs quelques enseignements. Brigitte de Lahoussaye, votre voisin de gauche disait que les femmes ne créent pas exactement dans les mêmes secteurs que les hommes. Il y a effectivement des études qui montrent que les femmes créent plus dans le commerce, dans la santé, dans les services, et moins dans l'industrie, le numérique, la finance par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ces différences sectorielles de secteurs dans lesquels les femmes entreprennent? Alors vous avez raison, il y a des secteurs d'activité comme le numérique ou comme d'autres plutôt dans les high-tech qui sont sous-représentés par les femmes. Et ce que nous faisons, nous, c'est que nous travaillons, nous concluons des partenariats avec des structures qui mettent en œuvre des actions ou des projets, je vais vous donner des exemples, qui vont compenser cette inégalité. Par exemple, je vais vous parler des pépites qui sont bien connues du réseau Initiative. Pépite, c'est un acronyme qui veut dire pôle. Pôle parce que ça repose sur un ensemble d'universités et d'écoles du supérieur. Pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. C'est un dispositif qui est cofinancé par l'État et la Caisse des dépôts qui consiste à sensibiliser, former, donner les moyens humains, en temps et un petit peu financiers aux étudiants et aux étudiantes qui veulent créer une entreprise. Donc il y a des modules de sensibilisation, de formation, il y a un statut qui a été fait, il y a des coachs, etc. Et il y a aussi des places, au moins en Ile-de-France, des places dans les incubateurs. À Paris, nous avons l'incubateur, le fameux incubateur Station F. Dans cet incubateur Station F, qui abrite des incubateurs, il y en a un, Pépite Starter, qui est fait pour les étudiants entrepreneurs. Ils sont dans un parcours de 6 mois pour accélérer leur projet de start-up. Nous en sommes à la 3e session et nous constatons qu'il y a très peu, voire pas du tout, d'entrepreneurs, de filles entrepreneurs. Ce qui est inquiétant, parce que oui. Corinne Viellemard disait tout à l'heure que les nouvelles générations, femmes diplômées, vous nous dites, dans cet incubateur-là, peu de femmes. Peu de femmes. Et nous sommes en train de travailler en ce moment avec la coordination des pépites en Ile-de-France pour monter des actions de sensibilisation tant du côté des universités, des étudiants et étudiantes que du côté de l'animateur de cet incubateur pour faire monter le nombre de filles qui pourraient intégrer cet incubateur. Un autre exemple qui va dans le même sens, mais qui s'adresse à un autre public qui est ailleurs en Ile-de-France, c'est à Saclay, qui est un lieu très high-tech. Il y a un incubateur qui n'a que 3% de femmes. À la demande du directeur de cet incubateur, ce directeur a fait appel à une association qui s'appelle Willa, qui se donne pour objectif d'intégrer plus de femmes dans les incubateurs. Pourquoi y a-t-il moins de femmes? Parce que leurs projets ne correspondent pas aux critères de sélection au départ. Donc Willa se propose de sourcer des projets innovants portés par des femmes, de mettre ces femmes en situation de structurer davantage leurs projets, de faire monter en chiffre d'affaires pour que ce soit éligible à l'entrée de l'incubateur. Et nous sommes en train de travailler avec un partenariat sur une filière thématique qui concerne la silver economy dans cet incubateur. Merci. Christophe Girard, vous dirigez Initiative Essonne. Vous m'avez dit que quand vous appréhendez l'entrepreneuriat par les femmes, vous avez décidé en fait de ne rien faire de différemment, pas de dispositif spécifique. Par contre, une attention de tous les instants pour essayer de faire attention à la question des femmes dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ce choix? Quel résultat? Comment vous organisez pour essayer de développer l'entrepreneuriat par les femmes sans dispositif, sans outils particuliers pour les femmes? Alors, c'est vrai sans l'être. Parce qu'on est par exemple engagé, impliqué dans une opération en Ile-de-France qui s'appelle Créatrices d'avenir. C'est un concours qui récompense des femmes entrepreneurs. Je crois que vous avez été finaliste d'ailleurs. Et
au-delà d'être un concours, en fait, c'est aussi un moyen pour les plateformes de s'emparer encore un peu plus du sujet et de s'en imprégner encore un peu plus. Et pourquoi après pas, c'est effectivement ce que je vous ai dit, pas de dispositif phare, femmes, marketé femmes, même si on communique aussi dans ce sens-là, c'est parce que je pense, comme vous l'avez dit, que ça passe par des détails. Beaucoup de détails. Je pense que c'est du travail de la cravate. Mais non, mais pas seulement. Je pense que ça passe, en tout cas dans les plateformes, par beaucoup de communication. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple. On veille à ce que sur un flux sourcing, on parle beaucoup de sourcing aujourd'hui, d'être identifié, etc. On veille à ce que quelqu'un qui arrive sur notre site internet, il voit assez rapidement une femme qui a entrepris dans n'importe quel secteur d'activité. On a parlé aussi des comités d'agrément. Moi, j'ai vu des comités d'agrément, j'en vois de temps en temps, où quand même une majorité d'hommes. Et quand je vois une femme qui rentre devant, alors déjà c'est quand même impressionnant, mais qui rentre devant autant d'hommes, je me dis, mais ça n'aide sûrement pas à la mettre à l'aise et à l'aider à valoriser son projet. Donc c'est aussi veiller à une certaine mixité, par exemple, dans les comités d'agrément. On parle du parrainage, ça c'est des fondamentaux. On s'efforce d'aller chercher des marraines et de prononcer déjà le terme de marraine. C'est aussi facile de beaucoup parler des parrains. Donc c'est en ça que je pense que ça passe beaucoup par des détails. Ça passe aussi beaucoup par de la pédagogie. Je pense que c'est un travail de longue haleine et qu'il faut impliquer, expliquer aux équipes, aux membres de l'organisation, aux membres de comités d'agrément, aux parrains, aux marraines, puisqu'il y en a qui ne sont pas fermés sur le sujet, mais qui pensent que c'est un non-sujet, en fait. Des femmes comme des hommes, d'ailleurs, qui disent « mais moi, j'ai pas eu de problème, je ne comprends pas ce que vous dites, pourquoi est-ce que vous parlez de ça ?» Et là, il faut des arguments qui soient un peu plus fins, un peu plus. Donc il y a un constat qui est la sous-représentation des femmes dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est déjà quelque chose de très concret. Et puis après, il y en a un deuxième sur lequel nous, et c'est plutôt ça qui nous motive d'ailleurs, on parle beaucoup de collaboratif aujourd'hui, de création collective, ça passe par une mixité des profils qui vont travailler ensemble, qui vont se rencontrer à un moment donné. Et c'est plutôt ça, effectivement, qui nous motive quand on parle d'entrepreneuriat des femmes. Et encore plus dans des structures comme la nôtre, comme d'autres plateformes initiatives qui sont quand même dans un grand renouvellement. Et je crois que ça passe complètement par là. Mais vous n'avez jamais imaginé, par exemple, d'avoir un réseau de femmes chefs d'entreprise ou de porteurs de projets femmes qui auraient leur club, par exemple, appelons ça un club, en Essonne, et qui serait un lieu dans lequel les femmes pourraient partager entre femmes. Il en existe un certain nombre avec lesquels on travaille au quotidien. Indirectement, on le fait. J'ai pris l'exemple de Créatrices d'Avenir tout à l'heure. On s'implique dans ce projet. Il y a un moment dans l'année où on réunit des femmes et uniquement des femmes parce que c'est elles qui sont intéressées, en l'occurrence, par cette opération. Mais voilà, comme je dis, c'est une manière de nous imprégner du sujet, de marquer un peu les esprits et de tout le monde, y compris de l'interne comme de l'externe. Mais effectivement, non, on n'a pas de réseau de femmes à proprement parler. Herveline, un réseau de femmes chefs d'entreprise, vous en faites partie, ça vous intéresse ou pas du tout ? J'en fais pas partie actuellement. J'ai été interpellée en effet par FCE du Val d'Oise. Pour l'instant, non, je fais partie d'un autre réseau. Ça peut être le cas, mais vous voyez, je suis une femme, mais j'ai besoin aussi des hommes parce que moi, je fais des chantiers aujourd'hui. Je suis dans un domaine masculin et j'ai beaucoup de clientèle masculine. Donc j'ai aussi besoin de faire du business avec des hommes, etc. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Corinne tout à l'heure. Elle a pris l'exemple comme quoi, finalement, quand on réfléchit, ça fait pas très très longtemps qu'on peut ouvrir un compte, qu'on a le droit de vote, etc., etc. Et finalement, je trouve qu'on a fait déjà vachement de boulot. On a vachement bien avancé parce que finalement, il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire. Et aujourd'hui, certes, il y a peut-être que 39% de femmes chefs d'entreprise, mais c'est déjà ça. Corinne Viellemare, avoir des réseaux féminins, c'est important, parce qu'on pourrait dire aussi les femmes sont des entrepreneurs comme les autres, et donc en fait, il n'y a aucune raison d'avoir des clubs féminins spécifiques.
Alors moi, j'y suis vraiment rentrée sur un malentendu, parce que moi aussi, j'ai 2 boîtes, dont une de charpenterie, donc je travaille qu'avec des hommes. J'ai vraiment pas de problème avec ça. Mais donc on m'a plus ou moins traînée en me disant « Mais si, tu vas adorer, je suis sûre ». Et effectivement, j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai trouvé d'abord des femmes exceptionnelles qui ont des entreprises extraordinaires. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu l'habitude du pouvoir. Donc on travaille en toute décontraction. On s'enrichit les unes les autres. On aide à grandir. Alors nous, on n'est pas bonnes pour la création d'entreprises puisque toutes ont déjà des boîtes qui tournent. Je pense que beaucoup sont entrés dans l'entrepreneuriat, je pense aux anciennes, par la guerre, le mari est décédé, elles ont hérité, il n'y avait pas de frères, quoi, vraiment sur un malentendu. Et finalement, elles y ont pris goût, elles ont adoré, elles n'ont pas du tout voulu lâcher le manche, même quand monsieur est rentré de la guerre. Et donc petit à petit, ça s'est fait comme ça. Il y a des femmes très anciennes, ce mouvement, il date de 1945, c'est un mouvement international. Moi, je suis toujours surprise de voir qu'il y a plus de femmes chefs d'entreprise en Chine, par exemple, qu'en France. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer. On se réunit à l'international, on a des pays arabes, on passe partout. Et il y a une vraie force d'énergie et d'envie de changer le monde. Aujourd'hui, 80% des femmes ont la décision d'achat. Ce qui est quand même dingue. Les hommes ne s'en sont pas rendus compte. C'est les femmes qui décident d'acheter la voiture, de choisir la couleur, des choses dingues. Et aujourd'hui, on est complètement axé que par des hommes pour les hommes. Donc je pense que la mixité a tout à faire, que ça soit dans l'entrepreneuriat. Et là, on a des choses à faire dans la création d'entreprises. Il va falloir se motiver, changer les manuels scolaires, mettre aussi en avant des femmes qui ont réussi, ne pas avoir que des hommes qui ont réussi, mettre en avant Oui, je crois que la force d'avoir envie de suivre un mouvement, d'avoir envie de suivre des gens, ça aide. Donc voir des belles réussites, ça donne envie. Antoine Rittmatten, vous vouliez dire un mot? Oui, je voulais juste rebondir parce que j'ai lu dans le journal la semaine dernière quelque chose qui m'a intéressé, puisqu'il y avait une grande étude dans le... Je crois que c'est Le Point, pour savoir si les hommes avaient encore un avenir, et qui revenait sur l'école et qui montrait en fait que la mixité à l'école, c'était très bon pour les garçons, mais ça ralentissait quand même les filles. Et que du coup, il y avait un certain nombre de choses, parce que justement, les garçons, ça les calmait, et comme ils mettaient un peu plus de temps à comprendre, etc., cette mixité, en fait, leur faisait beaucoup de bien. Et c'est intéressant parce que c'est pas forcément ce que... On a l'impression que la mixité, c'est bien pour les filles, pour les femmes. Et là, c'était un peu l'inverse, c'était de dire que la mixité, en fait, ça permettait aux garçons, mais par contre, ça retardait un peu les filles qui, sinon, pendant ces années-là, de puberté notamment, donc c'était axé sur ces années collège, iraient beaucoup plus vite s'il n'y avait pas les garçons à l'école, quoi. Brigitte Delahaussaye. Faut pas que ça soit une compète. Brigitte Delahaussaye, la Caisse des dépôts Île-de-France, vous êtes en train de finaliser un plan d'action régional en faveur de l'entrepreneuriat par les femmes. Rapidement, parce que le temps tourne maintenant, quels sont les grands axes de ce plan d'action régional? Alors le plan d'action régional se décline dans toutes les régions. C'est une déclinaison d'un accord cadre qui a été signé par la Caisse des dépôts et l'État et des banques. Nous reprenons les priorités de cet accord cadre national qui sont les territoires, certains territoires et certains publics. En particulier les territoires fragiles ou sensibles comme les quartiers politiques de la ville, dont parlait Jean-Pierre Worms tout à l'heure, et les territoires ruraux. Public, c'est le public des jeunes. Et nous avons là-dessus un partenariat avec l'association Les Premières Paris-Île-de-France, qui a monté un programme sur l'émergence, c'est-à-dire des femmes qui ont une idée de création d'entreprise, mais qui ne vont pas beaucoup plus loin parce qu'elles sont souvent seules, isolées, sans réseau. Donc, ils constituent des groupes tout près de leur domicile pour qu'elles puissent se revoir ensemble. Et avec une méthodologie ad hoc, ils les font travailler sur ce projet pour qu'à la fin, soit elles continuent, soit elles soient orientées ailleurs. Et puis, les autres axes, c'est bien sûr ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis, la visibilité, on vient d'en parler, la visibilité
de l'entrepreneuriat des femmes. Je ne vais pas insister, mais c'est vrai qu'avec le concours Créatrices d'avenir auquel nous participons nous aussi, pour reprendre la question des clubs, c'est plus qu'un concours cet événement. Ça dure toute l'année, ça mobilise bien sûr les candidates, ça mobilise tous les réseaux de la création d'entreprises au cours d'une journée jury technique, ça mobilise des partenaires privés et publics autour du financement et ça mobilise un club. Les anciennes lauréates et finalistes sont réunies régulièrement et créent une petite communauté, non seulement pour le plaisir de se retrouver, mais aussi pour faire des affaires. Jean-Christophe Remaud, un mot, vous avez lancé un dispositif d'assurance chômage, une offre d'assurance chômage que vous développez avec Initiative France pour des créateurs qui veulent s'immuniser contre le risque du chômage. Oui. Vraiment, en un mot, on dit que les femmes sont plus prudentes que les hommes dans la création. Est-ce que vous imaginez que les femmes porteurs de projets seront une clientèle particulière pour cette offre que vous lancez ? Alors, oui, je reviens en un mot sur... nous avons mis à disposition du réseau Initiative Île-de-France, mais nous pouvons aller plus loin, bien entendu, en France, une offre qui s'appelle la garantie sociale du chef d'entreprise. C'est effectivement une assurance chômage pour des travailleurs non salariés. On sait que le réseau Initiative est performant dans l'accompagnement. On le sait. C'est-à-dire que le taux de réussite à 3 ou 5 ans... Donc ils n'en ont pas besoin, en fait, finalement, de la garantie. Il est très très bon. Mais justement, j'aime bien cette offre parce qu'elle est... C'est un filet de sécurité, c'est un parachute. C'est ce qui permet, et c'est très bon marché et très accessible, c'est ce qui permet à quelqu'un d'avoir très bien préparé son projet, mais en plus d'être serein dans le lancement et de la création, parce que ce parachute existe quelque part, si jamais. Donc pour les femmes aussi bien que pour les hommes. Et c'est vrai pour les femmes comme pour les hommes. Pour revenir à la question, c'est est-ce qu'elles ont un comportement, là encore, un comportement différent dans ces en réalité, les projets portés par les femmes sont souvent des projets qui sont en réalité un petit peu plus mûris. On le voit. Alors parce qu'elles ont pris un peu de temps sans doute pour sauter le pas, parce qu'elles ont quelques années on va dire en tant que salariées auparavant, parce qu'elles sont, je pense, naturellement un petit peu plus prudentes, mais il y a plus intelligent que ça, à mon sens. C'est surtout le fait qu'elles n'ont pas de problème d'ego, celles que nous croisons. Et ça veut dire qu'elles n'hésitent pas à se faire conseiller, à chercher des infos, à bien s'entourer, etc. À la différence d'un certain nombre de créateurs que nous croisons, hommes, qui peuvent avoir, on va dire, un peu la science infuse sur le sujet. Donc voilà, il y a cet aspect des choses. Et moi, je trouve, en réalité, que c'est très sécurisant pour des investisseurs et évidemment pour leurs assureurs. Je termine juste en vous disant que nous, aussi, avec le réseau Initiative, nous sommes une mutuelle. Et donc, nous sommes très intéressés. On parlait parce que nous ne sommes pas non plus très brillants sur la mixité au sein de cette entreprise. Et nous faisons en sorte, dans notre mutuelle, d'essayer, avec le réseau Initiative, de coopter des femmes chefs d'entreprise qui deviennent qui interviennent dans nos conseils d'administration au plan local, et nous avons besoin et envie de féminiser et de professionnaliser ces conseils d'administration locaux. Merci beaucoup. Brigitte, non pas Brigitte, Bernadette. Ça aurait pu être Brigitte, mais non, c'est Bernadette. Bernadette, le mot de la fin pour cette table ronde ? Oui, le mot de la fin, il va être court. On va se donner un rendez-vous parce que vous avez dit qu'il était important de communiquer, de dire aux femmes qu'elles peuvent entreprendre et que pour réussir, elles peuvent entreprendre avec Initiative France. Et Initiative France s'engage aujourd'hui avec tous les partenaires présents et les autres. On s'est engagé cette année avec Femmes Chefs d'entreprise, on a signé une convention nationale. Inextinso et Groupama sont avec nous, la Caisse des dépôts. D'autres partenaires, qu'ils soient de sourcing ou d'accompagnement de notre action, sont prêts à nous rejoindre, j'en suis sûre. Et donc l'idée, c'est qu'avec toutes les plateformes et tous nos partenaires,
nous mettions en lumière, en 2019, nous célébrions les femmes qui ont entrepris avec Initiative France à l'occasion d'un grand événement des femmes Initiative France au plan national en 2019. Et je vous donne rendez-vous pour ça l'année prochaine. Merci Bernadette. Je voudrais remercier nos 6 intervenants qui ont dû intervenir sur des temps courts et j'en suis désolé parce que le temps va compter. Donc merci beaucoup de votre présence sur cette table ronde.